Nous avons maintenant, sur ces questions de vaccination, Alidou Tinto. Alidou Tinto est professeur de parasitologie à Bobo Dioulasso. Il a surtout initié les phases 3 des essais vaccinaux sur l'unité qu'il a créée à Namoro, donc au Burkina Faso, pour signifier un peu l'action de cette équipe. Notons qu'il signe 150 publications au cours des 5 dernières années. Alidou. Bonjour à tous. Je suis Alidou Tinto. Je suis directeur de recherche en parasitologie. Je suis le directeur régional de l'Institut de recherche en sciences de la santé dans le centre-ouest du Burkina, où je dirige l'unité de recherche clinique de Nanoro. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de participer à cette 16e journée scientifique de IMEA IRD SPLIT et de partager avec vous les actualités sur les vaccins contre le paludisme à travers ma présentation justement qui s'intitule « Vaccins contre le paludisme, point d'étape et perspective ». Alors, comme vous le savez sans doute, malgré les nombreux efforts qui ont été investis ces dernières années pour faire reculer le paludisme, cette maladie reste le principal problème de santé publique dans nos pays, avec plus de 200 millions de cas et malheureusement plus de 600 000 décès rapportés en 2021. Et pourtant, il existe de belles recommandations que l'OMS a élaborées pour lutter contre cette maladie, avec entre autres le diagnostic et la prise en charge précoce des cas, et la chimioprévention des groupes vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants, et également la lutte antivectorielle à travers l'utilisation en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais également la pulvérisation intradomiciliaire. Alors, vous remarquerez que malgré ces recommandations et tous ces outils mis à la disposition de la communauté scientifique, le paludisme demeure et continue de faire des victimes dans nos pays. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que certainement que ces outils ne sont pas suffisants et il faut aller vers des outils de prévention beaucoup plus innovants. Et là, je vais parler du vaccin contre le paludisme. Alors, pourquoi il nous faut un vaccin contre le paludisme? Alors, premièrement, parce qu'il existe peu de médicaments antipaludiques disponibles sur le marché. Et malheureusement, ces médicaments font également face au défi majeur de la résistance aux antipaludiques. Et l'autre chose, c'est également que ces médicaments ne préviennent pas les réinfections et occasionnent quelquefois des effets indésirables qui empiètent de façon négative sur l'adhérence au traitement parce que les patients ont tendance à abandonner les traitements en cours de route. Et comme vous le savez sans doute, il y a la nécessité de réduire les coûts de programme car chaque année, nous investissons des centaines de millions d'euros pour lutter contre le paludisme. On pourrait en fait se passer de certaines de ces mesures de prévention si nous arrivons à proposer à notre communauté scientifique un vaccin efficace qui pourra permettre de circonscrire justement et éviter tous ces gros investissements. Mais de quel type de vaccin avons-nous besoin? Je pense que la feuille de route de l'OMS a clairement défini les objectifs. C'est ainsi qu'en 2015, il était envisagé qu'on propose à nos populations un vaccin qui protège au moins à 50% pendant un an. Et une fois cet objectif atteint, il était envisagé qu'on soit beaucoup plus ambitieux pour proposer en 2030 un vaccin qui protège au moins à 75% sur un an, mais également qui puisse cibler à la fois Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax. Alors, beaucoup d'initiatives ont été entreprises pour essayer de satisfaire à cette feuille de route de l'OMS. Et à la date du 24 octobre, à la date où nous enregistrons cette émission, il y avait au total 53 essais cliniques vaccinaux sur le paludisme dans le monde. Et bien sûr, l'Afrique avait la plus grande part avec 32 essais cliniques. Et cette mise à jour provient du site clinicaltrial.gov où nous avons répertorié tous ces essais cliniques. Alors, je vais très rapidement vous présenter un peu comment on peut élaborer différents types de vaccins en prenant en compte la dynamique du cycle de vie du parasite. Alors, vous avez ici, au 1, donc tout en haut, au 1 ici, vous avez ce qu'on appelle les vaccins de pré-érythrocytaires. Ça veut dire que c'est des vaccins qui ont comme objectif d'empêcher
les sporozoïdes qui sont injectés par le moustique, de pouvoir accéder au foie pour entreprendre le cycle hépatique. Donc ça, ce sont les vaccins pré-érythrocytaires. Ensuite, vous avez un deuxième type de vaccin que vous pouvez élaborer. Ce sont les vaccins érythrocytaires qui ont comme objectif d'empêcher les mérozoïdes, lorsqu'ils sortent du foie, d'accéder aux globules rouges pour entreprendre le cycle érythrocytaire. Et enfin, vous avez un troisième type de vaccin que vous pouvez proposer. Il s'agit des vaccins qui bloquent la transmission. Ça veut dire que ça va bloquer le processus de la reproduction sexuée chez le moustique. Donc, vous avez ces trois types de vaccins sur lesquels les chercheurs travaillent aujourd'hui pour nous proposer un vaccin contre le paludisme. Alors, je présente ici les protéines actuellement qui sont dans le pipeline pour des développements cliniques. Et lorsque vous regardez, il y en a pas mal, mais je veux que vous reteniez une seule chose, c'est qu'il y a deux candidats, il s'agit des RTSS et des R21 matrix M, qui ont pu franchir toutes les étapes du processus des essais cliniques phase 1, phase 2, pour arriver en phase 3. Donc, ce sont ces deux seuls vaccins, candidats vaccins, qui ont pu atteindre la phase 3. Qu'en est-il du candidat vaccin RTSS? Alors, c'est le premier candidat vaccin dans l'histoire de la recherche sur les vaccins antipaludiques à atteindre une phase 3. Et cette protéine est synthétisée à partir d'un segment de la CSP, le Silcum sporozoïde, qui contient une zone répétitive et des épitoptés. Et cette protéine a été fusionnée à l'antigène de surface du virus de l'hépatite B. Ce qui a résulté en une protéine de fusion qui malheureusement n'était pas très stable. Donc, il a fallu la combiner une deuxième fois à l'antigène du virus de surface du virus de l'hépatite B. Donc, S pour HBS, et c'est ce qui vous donne le sigle RTSS, R pour la zone répétitive, T pour les épitoptés, les deux S pour HBS. Donc, voilà. Et cela, à la fin, va aboutir, vous voyez un peu à gauche, à une pseudoparticule virale qui va s'appeler RTSS. Et quand vous regardez carrément en bas à l'extrême gauche, vous verrez comment se présente RTSS en produit fini. Vous avez d'une part les lyophilisa, donc la protéine, et l'adjuvant qui est la ASO1, que vous devez mélanger justement au lyophilisa au moment de l'administration du vaccin à l'enfant. Alors, ça a été un long processus pour développer ce candidat vaccin RTSS, parce que c'est un effort de plus de 30 ans. Et le processus a commencé dans les années 1980 pour s'achever en 2015 avec la fin de la phase 3. Alors, dans cette phase 3, il s'est agi de conduire un essai clinique randomisé, contrôlé en double aveugle, qui a inclus plus de 15 000 enfants, de deux groupes d'âge, 5 à 17 mois, et des bébés de 6 à 12 semaines. Alors, cet essai clinique s'est déroulé dans 11 sites repartis dans 7 pays africains, qui avaient des niveaux de transmission différents. Comme vous pouvez le voir sur la carte à votre droite, il y avait 2 sites en Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso et le Ghana. En Afrique centrale, il y avait le Gabon, et le reste des sites étaient localisés essentiellement en Afrique de l'Est et un peu au sud, à savoir le Mozambique, le Malawi, la Tanzanie et le Kenya. Alors, le schéma vaccinal qui a été proposé a consisté à repartir ces enfants-là en 3 groupes. Et vous pouvez le voir dans le schéma qui est présenté en bas. Ces 3 groupes ont reçu, d'une part, en primo-vaccination, 3 doses du vaccin RTSS à 4 semaines d'intervalle. Et les enfants ont été suivis. Et à 18 mois après la dernière dose, on leur a donné une dose de rappel. Ça, c'est le premier groupe. Au deuxième groupe, on a donné, en primo-vaccination, les 3 doses de RTSS à 4 semaines d'intervalle et ils n'ont pas reçu de dose de rappel. Et enfin, il y a eu le 4e groupe qui est tout en bas, qui était un groupe contrôle et qui a reçu pour les enfants de 5 à 17 mois un vaccin antirabique comme vaccin contrôle et pour les enfants de 6 à 12 semaines, un vaccin contre la méningite, donc le sérotype C, et c'était un vaccin conjugué. Alors, quels ont été les résultats? Comme vous pouvez le voir dans le tableau ici que je présente, chez les enfants de 5 à 17 mois, après une année de suivi, c'est-à-dire une année après la primo-vaccination avec les 3 doses, nous avons obtenu une efficacité de 55,6%. Rappelez-vous que la feuille de route de l'OMS exigeait un vaccin efficace à au moins 50% sur une année. Ici, on a 56%. Ça veut dire qu'on a satisfait justement à cette feuille de route avec ce vaccin RTSS sur une année de suivi. Alors, mais regardez tout à droite, vous verrez que chez les tout petits, les bébés de 6 à 12 semaines, l'efficacité était moins importante, elle était autour de 30%. Et quand vous regardez dans l'ensemble, l'immunogénicité était également meilleure chez les enfants de 5 à 17 mois et moins importante chez les enfants
de 6 à 12 semaines. Donc ça, c'est sur une année. Mais lorsqu'on prolonge le suivi et qu'on va sur le long terme, regardez tout à gauche dans la colonne verte là, vous verrez que sans dose de rappel, au bout de 32 mois, l'efficacité baisse jusqu'à 35%. Au bout de 48 mois, ça baisse à 28%. Et lorsqu'on regarde le paludisme grave, c'est 1%. Mais dès que vous administrez la dose de rappel, vous pouvez maintenir cette efficacité à 44% sur 32 mois et 36% sur 48 mois à 38 mois, parce que les enfants n'ont pas eu la même durée de suivi. Alors, lorsqu'on regarde chez les nourrissons, on voit clairement que l'efficacité n'est pas très excitante. On a 20% d'efficacité sans dose de rappel, et avec une dose de rappel, on n'obtient que 28% sur 32 mois. Lorsqu'on va à 38 mois, vous voyez que ça baisse encore. On a 18% et 26%. Alors, qu'est-ce que cela veut dire en termes d'impact en santé publique? Alors, lorsqu'on prend un site comme le site de Nanoro au Burkina Faso, qui a participé à cette phase 3, ça veut dire que sur 1000 enfants vaccinés, chez les enfants de 5 à 17 mois, vous évitez 4217 épisodes de paludisme, en sachant qu'un enfant peut faire 2, 3, 4 épisodes dans la période au cours de la période de suivi. Alors, chez les bébés, 6 à 12 semaines, vous constatez qu'on évite sur 1000 enfants vaccinés un peu plus de 2000 épisodes de paludisme. Alors, pour être beaucoup plus simpliste et expliquer cela terre à terre, si vous prenez par exemple au Burkina Faso, où 60% des consultations en pédiatrie sont liées au paludisme, un vaccin efficace à 55% pourrait réduire le nombre de consultations de 1 tiers. Alors, sur la base de ces résultats que je viens de présenter, qui étaient modestes, il faut l'avouer, l'OMS a entrepris d'avancer sur une implémentation pour une étude pilote avec ce vaccin. Alors, l'objectif de cette étude pilote était d'une part de répondre à certaines questions, notamment la question liée à la sécurité, parce que je ne l'ai pas dit, mais en phase 3, on a constaté une incidence de la méningite beaucoup plus importante chez les enfants qui ont reçu RTSS par rapport à ceux qui avaient reçu le vaccin de contrôle, notamment sur le site du Malawi. Et il était important que cela soit confirmé au cours de cette phase pilote. Alors, il y avait également le fait qu'on n'avait pas pu évaluer de façon précise l'impact de ce vaccin sur la réduction de la mortalité, mais également sur le paludisme grave et les hospitalisations. Parce que le système de soins qui avait été mis en place au cours de la phase 3 était d'un niveau tellement élevé que nous avons évité, nous avons eu très peu de décès et très peu de paludisme grave, parce qu'il y avait la promptitude, etc., dans la prise en charge. Alors, c'est ainsi que dans cette phase pilote qui a concerné le Ghana, le Malawi et le Kenya, plus de 2 millions de doses de ce vaccin ont été administrées à des centaines de milliers d'enfants, environ 800 000 enfants. Alors, au bout du suivi, les résultats indiquaient une réduction de 30% des cas de paludisme grave, une réduction des hospitalisations en environ 20%, et heureusement, on a constaté que le profil de sécurité pour lequel on s'inquiétait à phase 3 ne se posait pas. Ce profil était excellent. Et la chose qui était très intéressante également, c'est que RTSS était co-administrable avec les autres vaccins, et notamment ceux du programme élargi de vaccination. Alors, sur la base de ces résultats, des résultats de cette phase pilote, l'OMS a recommandé le 6 octobre 2021 l'utilisation de ce vaccin R21 qui va être commercialisé sous le nom de Mosquirix dans les pays d'endémie palustre, notamment africains. Alors, la question, en termes de perspective, est-ce qu'il existe d'autres candidats vaccins promoteurs en dehors de RTSS? Alors, je dirais oui. Il y a notamment le candidat vaccin PFSPZ de Sanaria, qui est une institution de recherche basée aux États-Unis. Alors, ils ont eu une approche assez innovante qui consiste à administrer le sporozoïde total irradié. Ça veut dire que vous prenez tout le sporozoïde, pas un extrait, pas des portions, mais le sporozoïde total qu'on irradie et qu'on injecte aux participants aux essais cliniques. Alors, ce candidat vaccin a fait l'objet de plusieurs essais en phase 1 et 2. Au total, 15 essais, phase 1 et 2. Alors, il a démontré selon la dose ou la voie d'administration, parce qu'ils ont utilisé plusieurs voies d'administration intramusculaires, sous-cutanées, intraveineuses. Alors, on avait une efficacité qui variait entre 24 et 80%. Alors, sur cette base, il était envisagé de conduire une phase 3 en 2020 en Guinée équatoriale, où il était prévu de recruter 2100
participants âgés de 2 à 50 ans. Mais malheureusement, avec la crise de la COVID-19, cet essai clinique n'a pas encore eu lieu. Alors, il y a dans les perspectives une approche très innovante qui consiste à proposer la combinaison de plusieurs protéines qui ciblent plusieurs stades. Alors, on les appelle les vaccins multistades, si vous voulez, multicomposants, parce que cela pour contourner un peu la complexité du parasite du paludisme, parce que, comme vous le savez, c'est 14 chromosomes, c'est plus de 5000 à 8000 gènes, dont certains gènes codent pour des fonctions que personne ne sait. Donc, le parasite est assez complexe. Alors, l'hypothèse ici, c'est qu'on se dit qu'avec un vaccin qui cible les différents stades du parasite, en les combinant, on pourra, entraîner un effet synergique de ces différents composants et améliorer l'efficacité, protéger l'enfant contre l'évasion parasitaire et prendre en compte l'hétérogénéité de l'hôte dans la réponse humaine parce qu'on cible plusieurs stades. Et cela aura bien sûr l'avantage d'être efficace aussi bien pour la prévention de la maladie, mais également réduire la transmission. Diapositive suivante. Alors, je vous présente ici quelques candidats qui pourraient être de potentielles protéines pour rentrer dans la combinaison de ces vaccins multistades. Alors, la première protéine, c'est bien sûr le candidat vaccin R21 qui va cibler le stade pré-érythrocytaire. Alors, il y a un autre candidat qu'on appelle le ME-TRAP avec un vecteur viral qui va cibler le stade hépatique, donc tacler un peu le cycle hépatique du parasite. Il y a le PFRH5 qui, lui, va cibler le stade érythrocytaire, ça veut dire empêcher la pénétration du parasite à l'intérieur des globules rouges. Et enfin, le dernier qui est le stade sexuel, ça veut dire les candidats qui bloquent la transmission, ça veut dire qu'ils vont empêcher le processus de la reproduction sexuelle chez le moustique. Donc l'idée, c'est de combiner ces quatre-là en un seul pour pouvoir tacler tous les stades et espérer ainsi avoir une très, très grande efficacité. Alors, je vais vous parler du candidat R21 qui est le candidat le plus avancé parmi ces quatre que je viens de vous présenter, parce qu'après RTSS, c'est le seul candidat vaccin qui a atteint la phase 3. Et nous pensons que ce candidat vaccin sera le vaccin de deuxième génération après RTSS. Alors, il faut savoir que R21 n'est pas différent de RTSS en termes de configuration, en termes de structure. Parce que R21 également provient du circumscribe, c'est les mêmes zones répétitives, à la différence que RTSS, comme je l'avais dit tantôt, a été combiné 2 fois à l'antigène du virus de l'hépatite B. R21 est combiné une seule fois. Alors, vous conviendrez avec moi que l'excès d'antigène de virus de l'hépatite B, parce que c'est 2 fois dans RTSS, on ne retrouve pas cet excès dans le R21. Ce qui fait que le R21 laisse beaucoup plus d'expression à la protéine antiparasitaire, ça veut dire le CSP. Et donc, l'immunogénicité sera forcément meilleure avec R21 et RTSS. Donc, voilà un peu la différence entre les deux, RTSS et R21. Mais R21 est une copie, si vous voulez, de RTSS avec l'antigène du virus de l'hépatite B en moins par rapport à RTSS. Alors, avec ce R21, nous avons conduit une étude de phase 1B, 2B, d'efficacité, d'immunogénicité et d'innocuité. L'étude s'est déroulée, vous voyez sur la carte à gauche, dans la localité de Nanoro, située à 85 km de Ouagadougou, donc c'est au centre-ouest du Burkina Faso. Alors, nous avons recruté pour cette phase 2 450 enfants de 5 à 17 mois qui ont été repartis en 3 groupes. Le premier groupe a reçu une dose faible de l'adjuvant Matrix M à 25 microgrammes. Le deuxième groupe a reçu une forte dose de l'adjuvant à 50 microgrammes. Et le troisième groupe était un groupe contrôle qui a reçu, ce groupe a reçu un vaccin antirabique, le Rabivax. Alors, comme dans RTSS, nous avons administré en primo-vaccination 3 doses à 4 semaines d'intervalle, 0, 4, 8. Et une année après, nous avons donné une dose de rappel aux 2 groupes ayant reçu le vaccin. Alors, quels ont été nos résultats? Comme vous pouvez le voir, après 12 mois, ça veut dire une année après l'administration des 3 doses en primo-vaccination, nous avons constaté que chez les enfants du groupe 2 qui ont reçu la plus forte dose de l'adjuvant, l'efficacité était de 77%. Alors, une année après le suivi, 77%, rappelez-vous que dans RTSS, c'était 56%. Bien entendu, on ne peut pas comparer les deux parce qu'on n'a pas fait une étude head-to-head comparant RTSS à R21,
Mais étant dit que RTSS a été testé dans le même site que nous testons actuellement R21, nous avons essayé de faire une approche, mais il est important de dire que RTSS n'a pas été administré à la même période que R21. R21 a été administré juste avant la saison de transmission, alors que RTSS a été administré bien vers la fin de la saison de transmission. Donc, il y a également cette différence, cette nuance qu'il faut prendre en compte. Mais toujours est-il que, pour une fois, dans l'histoire de la vaccinologie contre le paludisme, un vaccin arrive à atteindre l'objectif de la feuille de route de l'OMS qui était de proposer à l'horizon 2030 un vaccin efficace à 75%, car là, nous sommes à 77%. Alors, ce qui est intéressant avec R21, regardez tout à droite, vous verrez qu'après la primo-vaccination, nous avons eu, regardez les titres, la cinétique des anticorps. Vous constaterez qu'en bleu, nous avons des enfants qui ont reçu la plus forte dose du vaccin. Vous voyez que le pic est très élevé après la primo-vaccination. Mais bien entendu, on constate que cette efficacité, en tout cas, cette immunogénicité baisse dans le temps. Mais regardez, après le 12e mois, c'est l'axe des abscisses, vous verrez que dès que nous avons administré la dose de rappel, le pic est reparti quasiment au même niveau que celui qu'il était après la primo-vaccination. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons anticipé en ce moment pour dire, mais tiens, si nous avons un tel pic qui remonte à un tel niveau, nous pouvons espérer maintenir cette efficacité de 77% dans la durée. Et donc, nous sommes mis à suivre les enfants après cette dose de rappel. Eh bien oui, nous avons eu raison de le faire parce que vous constaterez que 12 mois, une année après l'administration de la dose de rappel, nous avons rapporté une efficacité de 80%, ce qui est excellent. Et lorsqu'on prend les 24 mois ensemble, ça veut dire les 2 ans de suivi, on se rend compte que cette efficacité est maintenue à 76%. Donc, ça veut dire qu'avec la dose de rappel, nous arrivons à maintenir l'efficacité sur 2 ans à un niveau aussi élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion et en termes de perspective? En conclusion, nous pensons qu'après RTSS, le candidat vaccin R21 pourrait être le vaccin antipaludique de 2e génération attendu par l'OMS avec une efficacité d'au moins 75%, car là, nous avons rapporté une efficacité de 76% sur 24 mois de suivi. Alors, bien sûr, le suivi se poursuit avec cette phase 2, mais dans les perspectives, il y a la phase 3 en cours. Cette phase 3 va concerner 4 pays, le Burkina, le Kenya, le Mali et la Tanzanie, pour avoir des faciès épidémiologiques très différents de celui du Burkina, parce qu'au Burkina, la transmission est quasi saisonnière, donc vous avez une forte concentration de la transmission les 6 derniers mois de l'année, entre juillet et décembre, alors que dans un pays comme la Tanzanie et le Kenya, on a un paludisme de transmission continue. Cela va permettre de voir l'efficacité du vaccin en dehors du faciès, de notre faciès épidémiologique. Alors, les résultats de cette phase 3 sont attendus, les premiers résultats, en tout cas, une année de suivi, pour la fin de cette année. Et nous espérons que cela viendra confirmer ce que nous avons constaté en phase 2. Et si c'est le cas, nous allons initier un vaste programme de plaidoyer pour lancer éventuellement un programme d'implémentation de la vaccination saisonnière avec R21 en 2023 au Burkina Faso, tout en initiant des démarches auprès de l'OMS pour qu'une préqualification et une recommandation soient faites pour ce vaccin également. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Alidou, et tu es avec nous? Non, apparemment, la liaison n'a pas pu être établie. Non, à la discussion. C'est dommage parce que j'aurais eu une question. 55 ans depuis le premier vaccin anti-sporozoïte irradié. 35 ans depuis le projet de vaccination RTSS. Est-ce que l'on peut espérer une accélération, voire une réduction des budgets pour les phases ultérieures des vaccins de génération suivante? C'est vraiment la préoccupation. On n'a plus vraiment le temps d'attendre 30 ans avec un paludisme qui est mal contrôlé actuellement. Donc, comment pouvoir accélérer ces processus extrêmement coûteux
extrêmement lent de développement vaccinaux. Je ne sais pas si cette question peut avoir beaucoup de réponses actuellement, et j'aurais bien aimé entendre Alidou répondre à cette question, car il nous donne une indication extrêmement intéressante qui est l'accélération pour le R21 par rapport aux phases précédentes et les promesses qu'il évoque. Mais on a eu tellement de promesses non tenues sur le vaccin depuis 50 ans que nous devenons extrêmement prudents.